Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 24 septembre, l'appel au pardon du pape François devant les familles des victimes de l'attentat de Nice. 300 personnes ont souhaité faire ce voyage, des croyants de toutes les religions, mais aussi des athées. Un moment de fraternité et d'apaisement. Alstom et Belfort, même combat. Sans l'usine, la ville ne sera plus la même. Voilà le message des habitants au gouvernement 2 jours avant une nouvelle réunion sur l'avenir du site. Les commerçants avaient baissé leurs rideaux en signe de colère et de solidarité. Le manque crucial de chiens d'aveugles en France, on estime que seule une personne malvoyante sur 100 en bénéficie. Et pourtant, nous verrons comment ces animaux sont synonymes d'indépendance. Portrait d'une adolescente et de son guide, un couple devenu inséparable. Vous saurez tout également sur les nouvelles tendances du camping-car, un mode de vie qui a déjà séduit 1 million de Français. 2 mots caractérisent le salon qui vient de s'ouvrir à Paris, confort et compact. Et puis, sa voix de ténor avait séduit l'Armée Rouge. Cette fois, c'est à Pascal Obispo que Vincent Niclot a confié son nouvel album. Il vient de sortir. Le chanteur a vendu plus d'1 million de disques ces 4 dernières années. Le pardon et le dialogue entre les religions, voilà le message que le pape François a délivré ce midi devant les familles des victimes de l'attentat de Nice. 300 personnes avaient fait le déplacement jusqu'à Rome, catholiques, musulmanes, juives, bouddhistes et même athées. Elles sont toutes venues chercher un peu d'apaisement. Reportage Henri Dreyfus, Frédéric Mignard et Pascal Delporte. Voici sans doute l'expression de tendresse la plus spontanée de cette cérémonie. Une audience privée durant laquelle le souverain pontife s'est évertué par de simples gestes, à soulager les cœurs. Il y a aussi ce sourire, signe peut-être d'un avenir plus apaisé. Ils étaient près de 300 victimes directes, témoins ou proches des familles à se rendre aujourd'hui au Vatican. Parmi eux, Ali, sa mère, a été la première victime du terroriste. Ce matin, il attendait un peu de réconfort du pape François. Un message justement d'apaisement, d'amour, de fraternité. Et ces cicatrices-là qui se referment. Même si pour notre famille, elle ne se refermera jamais vraiment. Mais ça nous aide. Je n'ai pas appris encore à pardonner. C'est ça que je cherche, trouver le pardon. Un pardon que le jésuite a voulu faire sien dès ses premiers mots. Je m'excuse de parler italien, mais mon français n'est pas bon. Qu'importe la langue, le pape François a exhorté les survivants de cet attentat à ne pas vivre dans le ressentiment. Alors que la tentation de se replier sur soi-même, ou bien de répondre à la haine par la haine, et à la violence par la violence est grande, une authentique conversion des cœurs est nécessaire. Un appel à la bienveillance, sans aucune distinction de religion, qui a semble-t-il été entendu. Ça pèse le cœur, c'est une bénédiction pour tous ceux qui ont perdu la vie. Et pour la famille, c'est un soulagement. Voilà. Et je trouve que c'était très bien qu'il y ait des personnes de différentes religions qui aient été représentées et saluées par le pape. Tout le monde souffre, tout le monde a souffert ce soir-là et tout le monde continue à souffrir, même sans le dire. Cette audience qui a pu raviver la douleur constitue néanmoins une étape essentielle afin de poursuivre un travail de deuil qui pourrait être encore très long. En France, les rideaux des commerces de la ville de Belfort se sont baissés à 14 h précisément cet après-midi. Les habitants et les salariés de l'usine d'Alstom se sont retrouvés dans le centre-ville. Plusieurs milliers de personnes qui entendaient exprimer leur colère 2 jours avant une nouvelle réunion sur l'avenir du site. Philippe Vogel et Joseph Pasquier. Dans toutes les vitrines, la même affiche. Belfort, ville morte pour Alstom. En début d'après-midi, les rideaux se baissent, les magasins ferment leurs portes. Un geste de solidarité, commerçants et habitants montrent leur soutien aux salariés d'Alstom. Vous savez, dans la région, on a 2 poumons. On en a un, c'est Peugeot, Montbéliard, et puis l'Alstom. Alors vivre avec un seul poumon, ça sera plus difficile. Nous sommes un petit département, mais très très industrialisé. Alors tout ce qui touche l'emploi touche aussi les services et le commerce. Moi j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui fonctionne, mais ça pourrait m'arriver demain. Donc je pense que c'est important de les soutenir. Dans cette rue commerçante du centre-ville, quasiment tous les magasins ont fermé boutique, en signe de solidarité. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Nous sommes engagés dans un bras de fer. Un peu plus loin, salariés, syndicats, élus de tous bords politiques se sont rassemblés pour manifester d'une seule voix, mais surtout maintenir la pression sur la direction d'Alstom comme sur le gouvernement.
Tout le monde sait que les décisions vont être prises ce week-end ou dans les jours qui viennent. Il faut continuer la mobilisation. Mais les pistes sont là et les discussions sont en cours. Dans le cortège, beaucoup de salariés d'Alstom. Tous sont évidemment touchés par l'élan de solidarité des habitants, mais leurs sentiments sont mitigés. Beaucoup ont du mal à croire en la survie du site de Belfort. Je suis perdu, on va dire. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, ce que va être l'avenir. Je reste optimiste quand même, mais bon, c'est pas gagné. Hein. En fin de manifestation, une délégation s'est rendue à la préfecture pour remettre une pétition regroupant plus de 10 000 signatures. Mardi prochain, les salariés belfortins manifesteront à nouveau devant le siège d'Alstom. Partons maintenant aux États-Unis où le calme a du mal à revenir. Dans la ville de Charlotte, les manifestations se poursuivent après la mort d'un automobiliste noir tué cette semaine par un policier. L'enquête doit notamment déterminer si l'homme était armé, ce qui est la thèse des autorités. Sa femme vient de diffuser une vidéo tournée au moment du drame. La correspondance de Jocelyn Huchet et Bertrand Guez. Tout se passe en un instant. Alors qu'elle filme la scène avec son portable, on entend clairement l'épouse de la victime préciser au policier qu'il n'a pas d'arme. Malgré cette vidéo, les policiers continuent d'affirmer que Keith Lamont Scott était bien armé lors de son arrestation. Ils lui demandent d'ailleurs de poser son pistolet à plusieurs reprises, avant de l'abattre sous les yeux de son épouse. Et alors que les autorités refusent toujours de diffuser les vidéos des caméras de surveillance, les manifestants sont convaincus que la mort de Keith Lamont Scott est une énième bavure policière dont la victime est de nouveau un Afro-Américain. Ils étaient quelques centaines à battre le pavé pacifiquement hier soir à Charlotte avec un seul slogan « Show the tape », montrez-nous la vidéo. La ville de Caroline du Nord est sous haute surveillance depuis le milieu de semaine. En plus des policiers, la garde nationale est mobilisée chaque soir et un couvre-feu est toujours en place. Et cette histoire a évidemment réveillé les tensions communautaires. À chaque nouvelle affaire, des personnalités noires américaines s'insurgent. Un footballeur de l'équipe de San Francisco a refusé de se lever pendant l'hymne américain. Il a même posé un genou à terre, un geste depuis repris par de très nombreux sportifs. Damien Ferrero et Emmanuel Bliard. Un genou à terre lorsque résonne l'hymne américain. Colin Kaepernick boycotte la bannière étoilée avant chaque match. Il dit protester contre les violences faites à la communauté noire. Ce geste polémique se retrouve aujourd'hui en une de l'influent magazine Time. Le journal qualifie son combat de périlleux. Je vais continuer à m'asseoir et rester debout à côté des gens oppressés. C'est quelque chose qui doit changer dans ce pays. Et lorsqu'il y aura des changements significatifs, quand je sentirai que le drapeau représentera les valeurs qu'il doit représenter et protégera tous les Américains, alors je me lèverai. Il y a un mois, ce joueur de football américain n'était qu'un remplaçant discret des San Francisco 49ers. Le 26 août dernier, il pose une première fois le genou à terre. Puis il renouvelle son geste à chaque rencontre. L'acte divise aux États-Unis. Des sportifs accompagnent Colin Kaepernick. Certains fans vont brûler le maillot du numéro 7. Même le président américain est obligé de donner son avis. Je ne doute pas de sa sincérité d'après ce que j'ai entendu. Je crois qu'il accorde vraiment de l'importance au sujet dont il parle et qui doit être débattu. Colin Kaepernick affirme avoir reçu des menaces de mort. De récents sondages le placent en tête des joueurs de football américains les moins appréciés du pays. En Syrie, les humanitaires ne savent plus quel mot utiliser pour traduire la situation dans la ville d'Alep. Damas, vous le savez, poursuit son offensive sur les quartiers rebelles et les bombardements n'ont jamais été aussi violents. Les témoins parlent de barils d'explosifs jetés depuis les hélicoptères de l'armée. Dans le pays voisin, en Irak, voilà maintenant plus de 2 ans que des millions de réfugiés ont fui l'avancée de l'État islamique. Beaucoup se sont d'ailleurs installés au Kurdistan. À leur côté, une acupunctrice française tente aujourd'hui de soulager les victimes de Daesh. L'ONU vient même de lui confier la gestion d'un hôpital. Son portrait avec Benoît Cristal et Fabrice Hamzel. Ils se rendent dans les régions les plus reculées d'Irak. 3 hôpitaux mobiles de ce genre viennent en aide aux réfugiés oubliés de tous. Ces familles yézidis ont été chassées de chez elles par Daesh. En dehors de l'équipe de la Française Élise Bogossian, personne ne vient jamais les voir. On improvise à des endroits où on a plus de confort, d'autres où on n'en a pas.
Là, ici, il n'y a même pas de robinet, il n'y a pas de quoi, pas de toilette, il n'y a rien. Les personnes âgées sont soignées directement dans leur tente. Grâce à l'acupuncture, la spécialité de la Française. Elles ont tout perdu. Ce sont des personnes qui ont pour la plupart perdu leur mari. On a dans certains sites, il reste que 5 ou 6 hommes. Tout le reste des hommes ont été massacrés. Ces femmes vivent seules. Que Dieu les récompense. Ces gens nous aident. Ils sont les seuls à venir ici. Les plus jeunes, elles aussi, ont beaucoup souffert et ont besoin de soins. Lamia a été enlevée par Daesh il y a 2 ans. Elle s'est enfuie il y a 6 mois. Elle est jeune, elle a 19 ans. Elle était prisonnière, oui. C'était une esclave. La jeune fille parle rarement de son calvaire. Le bus permet de soigner plus de 200 personnes en une seule journée. Un soutien médical et psychologique. Lamia y est suivie par un spécialiste. Je viens une fois par semaine ici. On m'écoute. Ça me fait beaucoup de bien de voir ces gens. Ça me soulage. Vraiment beaucoup. La crise est loin d'être finie en Irak. D'ici quelques semaines, un assaut militaire sur la ville de Mossoul risque de jeter sur les routes 1 million de nouveaux réfugiés. Les organisations humanitaires s'apprêtent déjà à faire face à la situation. Certains camps de réfugiés vont devoir quadrupler leur capacité d'accueil. Ici, les Nations Unies font appel à l'association d'Élise pour gérer la crise. Hello, how are you? Nice to meet you. Aujourd'hui, elle visite le chantier de son premier hôpital en dur en Irak. La porte d'entrée, c'est là l'entrée. La Française organise tout dans les moindres détails, car l'hôpital doit ouvrir dès le mois de novembre prochain. C'est un ancrage différent de ce qu'on avait avec les cliniques. Et ça me rend heureuse. Ouais. 14 nouveaux médecins, un 4e hôpital mobile. Face à la crise, la Française va devoir doubler son activité en à peine 2 mois. Revenons maintenant en France où les équilibres politiques sont encore très flous à 7 mois de la présidentielle. Et si à droite comme à gauche on ne compte plus les candidats, la confusion n'épargne pas non plus le centre. Cette semaine, François Bayrou est entré dans le débat après un long silence et sa cible s'appelle Emmanuel Macron. Amandine Atalaya et Jean-Marie Delot. Décidément en ce moment, cela ne va pas fort pour François Bayrou. Le président du MoDem a bien du mal à se faire entendre dans le paysage politique et craint d'être asphyxié par cet homme, Emmanuel Macron, qui pourrait lui disputer le petit espace du centre. On va avancer, méthodiquement. Alors avant qu'il ne soit trop tard, François Bayrou a décidé de pilonner Emmanuel Macron et ses ambitions présidentielles. Ça ne marchera pas. Et voici comment il décrivait Emmanuel Macron début septembre. Derrière cet hologramme, il y a une tentative de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Il y a 2 jours, celui qui a déjà été 3 fois candidat à l'élection présidentielle enfonce le clou pour tenter de se différencier. Alors peut-être je suis plus social et même plus à gauche qu'un certain nombre d'attitudes de cet homme. Cet homme donc, Emmanuel Macron, qui lui répond vertement aujourd'hui. Je n'ai pas une approche de fonds de commerce ou de paysage mort de la vie politique. Voilà pour le MoDem de François Bayrou qui compte de moins en moins d'adhérents. 70 000 en 2007, 35 000 en 2012, 14 000 désormais, quand Emmanuel Macron en revendique 80 000 dans son mouvement En Marche. Bref, la guerre de séduction des centristes ne fait que commencer, même si aucun des deux n'est à ce jour un candidat déclaré. La famille de Jacques Chirac a donné quelques informations sur son état de santé ce matin. Le traitement de son infection pulmonaire se poursuit selon les mots de son gendre. Bernadette Chirac, elle, hospitalisée pour épuisement mardi également à la Pitié-Salpêtrière, a pu rentrer chez elle hier soir. Venons-en maintenant à cet enjeu majeur pour les malvoyants. Le manque de chiens d'aveugles empêche des dizaines de milliers de personnes de vivre une existence autonome. Cette semaine, les associations de chiens guides d'aveugles organisent des opérations de sensibilisation un peu partout en France, car former les animaux coûte cher et prend surtout beaucoup de temps. Leur utilité n'est pourtant plus approuvée. Regardez l'exemple de cette collégienne que Laurent Gérodineau et Bruno Grégoire ont rencontrée en Ille-et-Vilaine. Assis, tu restes. Ify va manger doucement. Depuis 1 an, Anaïs et sa chienne, Ify, sont devenues inséparables. Voilà, tu restes. À cause d'un mauvais virus, l'adolescente est devenue aveugle il y a 4 ans. Sa chienne est là maintenant pour l'accompagner dès qu'elle sort de chez elle.
Elle a perdu la vue du jour au lendemain. Donc effectivement, à l'âge de 9 ans, elle avait quand même mémorisé toutes les pièces de la maison. Et on nous a conseillé en fait justement de ne pas déménager. À ce soir. Ce soir. Comme tous les matins, c'est une longue route en taxi vers le collège, le seul d'Ille-et-Vilaine à accueillir des déficients visuels. Ici, droite et au côté. Ifi contourne les obstacles et pour Anaïs, un chien guide, c'est bien mieux qu'une canne blanche. Sur la canne, on doit toujours être sur nos gardes et tout, comme on balaye et tout. Que là, en même temps que je suis avec Ifi, elle va me faire éviter les obstacles, donc je peux discuter et tout. Je trouve ça, c'est moins stressant aussi. Anaïs a gagné en autonomie dans tous ses déplacements. Escalier, couloir, c'est Ifi qui devance, n'a pas tranquille pour aller en cours. Dans la salle de classe, en revanche, au pied d'Anaïs et de l'auxiliaire de vie scolaire, Ifi se fait oublier. Oui, en fait, elle a compris vite qu'il fallait pas qu'elle bouge et tout, et que moi je travaillais, du coup, elle est toute calme et elle dort. La première heure de cours que j'ai eue avec Anaïs et effectivement la présence de son chien, je me suis pas rendu compte qu'il était là. Comme Anaïs et Ifi, 1500 équipes maîtres chiens d'aveugles existent en France, mais il faut presque 2 ans pour former l'animal, et ce dès le plus jeune âge. Avec des situations qui peuvent être un peu impressionnantes pour un chien basique, qu'il y ait des bruits ou pas, qu'il y ait dans le métro, dans les transports en commun, toutes ces situations-là, ce sont des situations que le chien doit vivre posément, sans stress. Renforcer le calme naturel des jeunes labradors, c'est le but ici. Cherche les lignes. Oui, pendant des mois, les chiens sont patiemment dressés, à s'arrêter devant certains obstacles ou à chercher un banc pour s'asseoir. Je vais me mettre en situation de handicap. L'animal doit assimiler une 50aine de mots au moins correspondant à des situations différentes. Ta place, siège, bus, escalier, escalator, montée, descente. 25 000 €, c'est le coût pour élever et dresser un chien guide, un coût essentiellement financé par des dons, et le chien sera remis gratuitement aux malvoyants. Sur le calendrier, nous avons beau être en automne depuis maintenant 2 jours. Les températures mesurées aujourd'hui ont de quoi perturber plus d'un météorologue. Sur la côte basque, le mercure a atteint 31 degrés et on en a profité car demain, c'est terminé. Christophe Deveau et Nicolas Forestier. Une glace en automne et même une glace en automne par 30 degrés. C'est ce qu'ont connu ces chanceux de bord de mer aujourd'hui à Biscarrosse. Cerise, s'il vous plaît. Cerise. Glace, soleil et plage. Ouais. On était à l'océan, là, c'était super. Vous êtes baigné ? Oui, elle est super bonne. Elle est même meilleure qu'au mois d'août. C'est bien connu, le soleil, c'est bon pour les affaires. Les professionnels ont fait une bonne saison et même si les touristes sont partis, une belle journée comme aujourd'hui attire toujours les habitants des départements voisins. 33-47, tous les départements autour du coin, quoi. Ils viennent au bord de l'eau, l'océan. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils arrivent. Ça, ils sortent, ouais. Complètement. Ouais. Et on les retrouve sur la plage. Une plage noire de monde. Les prévisions météo plutôt optimistes de ces derniers jours les ont décidés à prendre du bon temps. On avait vu le temps à la météo, donc du coup on s'est dit allez, on partira à la plage tout le week-end. Donc on s'est trouvé une petite location pas loin là, et puis voilà, on est venu passer le week-end, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi ma mutation à Bordeaux. Pour l'océan, pour la douceur de vivre. Comme un goût d'été qui revient avant de disparaître. Aujourd'hui, sur la plage de Biscarrosse, l'eau était vraiment la bienvenue. Je vais me tremper les pieds déjà, puis me rafraîchir, parce qu'il avait fait chaud. Je me suis fait rouler dans les vagues, c'est extraordinaire. La journée de demain sera humide également, mais l'eau viendra du ciel cette fois-ci. Allez savoir, c'était peut-être aujourd'hui le dernier jour de grosse chaleur avant l'année prochaine. Profiter de l'été indien et partir en week-end sur un coup de tête, voilà le mode de vie des adeptes du camping-car. Ils sont 1 million en France et les toutes dernières tendances viennent d'être dévoilées au Salon des véhicules de loisirs. Un reportage Nathalie Pellerin, Guillaume Aguerre et Benjamin Ray. Les stars du salon, ce sont eux, les camping-cars compacts, moins de 6 mètres. Et s'ils sont si recherchés, c'est pour une raison. Pour se garer plus facilement en ville. Il faut qu'on ait l'impression de conduire une voiture et pas quelque chose de plus important. Du coup, à l'intérieur, il faut rassembler toutes les pièces en un minimum d'espace. Et c'est là que les fabricants innovent. Ici, l'espace est tellement optimisé que c'est le couloir qui sert de douche. Mais il ne faut pas vouloir prendre une boisson en même temps. Toujours pour gagner de la place, sur cet autre modèle, la cuisine peut se mettre dehors.
Ici, les lits descendent, un à la fois. Celui qui dort n'empêche pas l'autre d'avoir de la place dans le camping-car. Et dans les allées du salon, ce sont les seniors qui achètent le plus, 2/3 des ventes. Tout est fait pour eux. Boîte automatique, lits séparés d'une allée. Vous avez souvent des lits qui sont en coin. C'est-à-dire que celui qui est à droite, eh ben, pour se lever la nuit, il faut qu'il enjambe le deuxième. Tandis que là, eh ben, vous êtes en toute liberté pour aller vous promener à l'heure que vous voulez. Et double trappe pour le coffre. Tout le monde a besoin d'un vélo électrique, surtout arrivé à un certain âge, mais rentrer seul à un vélo électrique, ça peut être gênant. Donc à 2 personnes, une petite personne peut rentrer dedans, on passe le vélo, on l'installe et c'est fini, l'affaire est réglée en quelques minutes. Pour les plus grands et les plus luxueux du salon, qui peuvent inclure un garage, prévoyez plus de 400 000 €. À ce prix, on entre avec un code. Mais attention, pour ces camping-cars géants, le permis poids lourd est obligatoire. On savait que la musique adoucissait les mœurs des hommes et même celles des animaux, mais sait-elle parler aux plantes? Une question qui en laisse plus d'un perplexe, mais dont la réponse ne fait en revanche plus aucun doute pour certains viticulteurs. Oui, la vigne est sensible à Bach ou encore à Mozart. Témoignage d'un convaincu à Fuissé en Saône-et-Loire avec Céline Blancpain et Thomas Gatti. Alors tous les matins, c'est le même rituel, voilà, à 7 h, on met la musique. Nul ne sait si, comme Vincent, les vignes sont sensibles au talent de Mozart, de Satie, de Bach. Une certitude, comme tous les êtres vivants, elles réagissent aux fréquences, aux ondes, aux vibrations. Alors voilà, c'est 2 petites enceintes, c'est aussi simple que ça. Je prends un rayon de 70 mètres aux alentours. Depuis 5 ans, le vigneron se passionne pour les travaux de chercheurs japonais et américains qui ont démontré les bienfaits de la musique classique et de son rythme mathématique pour le développement des plantes. J'ai 15 à 20% de rendement en plus par rapport aux autres parcelles qui sont traitées de la même façon que celle-ci, sans la musique. Bousculer les habitudes, casser les codes. Dans un milieu viticole conservateur, ce trentenaire féru de musique classique et de boxe française détonne. Le but, voilà, c'est d'avoir un sol aéré, friable, il garde l'humidité. Sur son domaine de 6 hectares, il n'utilise aucun insecticide, aucun désherbant chimique, convaincu que comme la plante, le sol est un milieu vivant, un écosystème à respecter. Dans sa cave, c'est une nouvelle fois en musique que les bactéries transforment l'eau en alcool. Ça va aussi stimuler l'action des champignons pour la fermentation. Pour l'élevage de son vin, il a remplacé les fûts de chêne par des jarres en terre cuite. De par la forme des jarres, les lits sont en perpétuel mouvement. Donc on va apporter du gras au vin, micro-oxygénation, sans avoir le goût du bois. On a le gras du bois sans avoir le goût. Et c'est ça qui est intéressant. Après la suite pour orchestre de Bach, vient la symphonie des parfums, des arômes d'un Saint-Véran ou d'un Pouilly-Fussé. Ce week-end, Vincent vendangera son 9e millésime, un cru d'exception qui à coup sûr ne ressemblera à aucun autre. Ressembler à l'original, voilà en revanche la raison d'être d'une contrefaçon, un trafic qui a inondé le monde et qui ne concerne plus seulement les accessoires de mode. Le marché du design et du meuble est désormais confronté de plein fouet au phénomène. Enquête de Delphine Cluzec, Jean-François Drouillet et Sébastien Maloiseau. Ces meubles, exposés comme des pièces de collection, ressemblent un peu au refrain d'une chanson bien connue. On les a tous vus quelque part. Ce sont les icônes du design, des pièces imaginées dans les années 50 ou 60 par des créateurs visionnaires et sans cesse rééditées depuis. Au siège de cet éditeur de meubles, en Allemagne, c'est l'excellence qui prime. Chaque pièce est fabriquée de manière artisanale et quasiment sur mesure. Donc on a une armoire que je vais vous montrer, l'armoire magique qu'on ne trouve qu'ici. C'est en fait, par exemple, si vous voulez avoir un décor très marqué comme celui-ci, ou au contraire très rouge, brun, vous voyez, on a vraiment des typologies très différentes. C'est là l'intérêt de l'atelier parce que vous pouvez choisir vraiment votre lounge chair. Un luxe coûteux, 6 à 8 000 € pour ce fauteuil. Pourtant, il suffit d'un clic pour trouver jusqu'à 10 fois moins cher. Sur Internet,
Le même modèle est proposé à prix cassé sur de nombreux sites immatriculés entre autres en Italie. Des professionnels de la contrefaçon qui agissent en toute illégalité et profitent du laxisme de leur gouvernement. Dans des clips publicitaires diffusés en ligne, certains de ces marchands n'hésitent pas à vanter leur savoir-faire et le professionnalisme de leur service clientèle qui prend des commandes dans toute l'Europe. Oui, parce que c'est ça que vous étiez en train de chercher en fait. Donc je voudrais bien vous assurer soit le meilleur traitement commercial que une livraison dans les délais prévus. Et pour rassurer le client, certains proposent même de visiter leur site de production. Dans le centre de l'Italie, nous avons pu nous rendre dans une de ces usines en caméra cachée. À première vue, on nous présente une copie presque conforme d'une lounge chair fabriquée par un célèbre designer. Vous attendez à ce que ce soit plus confortable. Oui. Vous avez pensé qu'il était plus confortable? Oui. Oui, oui. Ici, le directeur de production nous vante la fabrication italienne par rapport à sa principale concurrente, la contrefaçon chinoise. Je conseille d'acheter les Chinois, par exemple, et que regarde les coutures ne sont pas comme ça, avec le contrôle de qualité que nous avons en Europe. Alors nous le faisons de la façon un peu plus ancienne, plus classique. Chez les éditeurs de pièces de design, la contre-offensive s'organise. Avec un cabinet d'avocats, cette marque traque les contrefacteurs du net et attaque dès qu'une infraction est constatée. Mais ils exagèrent d'utiliser nos photos, c'est quand même incroyable. Incroyable. C'est fou, hein. Ça c'est une photo qui vient de chez nous. Donc les clients qui commandent, ils reçoivent quelque chose qui ne correspond pas à ça. On va voir la mauvaise foi. Ça, il ne faut pas laisser passer. Non, alors ça. Sur notre procès, là, ils ont déjà cessé donc, d'écouler leur contrefaçon. Ils reconnaissent tous nos droits. Et donc, ils nous payent une somme assez, donc rondelette de 250 000 € de dommages et intérêts. La politique de Vitra est justement de remonter le plus possible les filières pour... c'est un peu comme on voit dans les films pour les trafics de drogue, en fait. On ne va pas s'attaquer au consommateur final, c'est remonter les filières pour démonter les réseaux. Ben, c'est clair que ce sont des réseaux très bien organisés qui sont là derrière. Et les grands contrefacteurs, oui, ça peut s'être assimilé à du banditisme. Dans cette guerre, le bras armé des marques, ce sont les douaniers. À chaque saisie de marchandises suspectes, l'avocat spécialiste en design est chargé de l'expertise. Bon, là, c'est un petit lot de 480. On en a déjà fait, vous le savez très bien, déjà pas mal. Tout à fait, l'an dernier, plus de 6000. Exactement. Donc, voilà, à vous de nous dire si encore une fois ce sont bien des contrefaçons avérées. Ouais, là, alors, au premier coup d'œil, c'est clair, quand on est sur place, il n'y a aucun doute. Déjà, la qualité, disons, on voit, même sans toucher, disons, la qualité de la coque, c'est pas du tout la même chose. Et j'en fais le test, et ouais, vous voyez, il n'y a aucune marque. Il n'y a aucune gravure, il n'y a aucune marque Vitra. Alors ça vient de Chine. Hein. Ces marchandises, elles vont être ensuite détruites. Et puis, voilà, l'importateur, qui est l'infracteur, va devoir payer une amende qui représente un certain pourcentage de la valeur réelle de ces marchandises. Donc ça peut atteindre des sommes quand même relativement dissuasives, de plusieurs milliers d'euros. Quant aux clients qui ont commandé ces contrefaçons, ils risquent fort de ne jamais être remboursés. Partons maintenant pour un lieu hors du temps, un lieu éphémère qui va bientôt fermer ses portes. La SNCF a ouvert une de ses friches industrielles, un ancien atelier de réparation de locomotives en plein Paris. L'imagination et l'énergie des nouveaux locataires a fait le reste. Florence Demigny et Bertrand Lachat. C'est une friche de vieux bâtiments de la SNCF derrière la gare du Nord. Des bars, des transats sur des rails abandonnés, presque 2 hectares qui reprennent vie vers 11 h le matin. Un poulailler et une collection de 18 locomotives que l'on n'avait jamais vues rassemblées à Paris. Je trouve que c'est une très belle machine et ça fait quand même un peu rêver parce que j'ai quand même connu des machines à vapeur lorsque j'étais gamin. Là, il s'agit de la BB 9291 qui assurait le Paris-Toulouse. Un étrange musée gratuit où chaque recoin est une surprise. Ici, une épicerie rétro. Un peu plus loin, Arthur, le tatoueur bordelais, installé pour la saison. C'est un esprit un petit peu à l'ancienne, je dirais, c'est-à-dire dans un milieu un petit peu industriel comme celui-ci. C'est assez sympa, il y a des familles, des jeunes qui viennent un petit peu de partout. Et même moi en tant que tatoueur qui travaille ici, je trouve ça déjà super sympa d'y être. Le train, toujours en maquette,
en uniforme, en récup tous azimuts. On a l'impression de s'arrêter dans les villages. C'est fabuleux. Le voyage continue. Et pour les habitants du quartier, on est dans Paris, mais en dehors du temps. Vous aimez? J'adore. Une balade surprenante dans des coulisses généralement austères des chemins de fer. C'était un lieu d'entretien du matériel de l'Île-de-France. On a mis beaucoup de vieux matériel parce que c'est ceux qui sont moins accessibles au grand public. Mais ça s'étale sur toute l'histoire de SNCF. Là, cette année, on a déjà passé, je crois, les 350 000 entrées. L'alchimie du lieu passe aussi par des boutiques éphémères comme cette friperie nomade et anticapitaliste. On est pile poil dans la clientèle qui cherche à mieux consommer, à mieux respecter son environnement et sa nature. Donc clairement, on ne peut pas être mieux placé. Fermeture à 23h30, mais sûrement pas à jeun. Le barbecue argentin enchaîne les burgers. Le soir, on a à peu près 300 à 400 personnes qui viennent manger. Le week-end, un petit peu plus, on est autour de 800 900 par jour. Donc il y a beaucoup de monde. Plus que quelques semaines de fête, le 16 octobre, les lumières s'éteindront. L'ambiance, elle, était un peu plus électrique cet après-midi dans le centre de la capitale. La Technoparade a lancé sa 18e édition et dans la foule, des amateurs de musique électro de toutes les générations. Sophie Devessière, Lionel Audibert et Grégoire Boulan. Ils ont commencé à midi, prêts à battre le pavé 7 heures durant sous le soleil. Dans la foule, il y a les spécialistes, ceux qui font la différence entre la techno-hardcore, la house et la trance. La techno, c'est un truc de ouf. Tout ce qui est dubstep et tout, on adore. Les jeunes, on kiffe. Il y a aussi ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Ils sont là pour recharger les batteries. C'est quelque chose qui est très rythmé, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui demande d'avoir de l'énergie. Et l'énergie, on en a besoin. Et en ayant la techno, on a de l'énergie. La Technoparade a cette année 18 ans. L'âge adulte, mais encore une âme d'enfant. Jean peut en témoigner. Ce père de famille a connu la toute première édition. C'était en 1998. Ça a peut-être un petit peu changé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et d'ailleurs, je trouve que la musique n'a pas tant changé non plus. Et non, c'est la même ambiance, c'est la même vitalité d'une jeunesse qui a envie de s'éclater, qui a envie de vivre en pleine liberté. Aujourd'hui, les pionniers se font plus rares, mais la relève est assurée. Les jeunes entre 18 et 25 ans sont très demandeurs. Ça arrive rarement en France, en fait, des gros rassemblements comme ça de jeunes. C'est pour ça que ça marche depuis tant d'années, quoi. Malgré les mesures de sécurité renforcées, malgré la menace terroriste, ils étaient cette année encore très nombreux. 300 000 selon les premières estimations. Le Festival international de la caricature, lui, se tient jusqu'à demain à Marseille. L'attentat de Charlie Hebdo continue évidemment de hanter la profession, mais il a aussi changé l'état d'esprit du public. Rire de tout, à commencer par rire de soi-même. Les visiteurs n'ont pas hésité à se laisser tirer le portrait par la cinquantaine d'artistes présents. Axel Béraud et Henri-Paul Amar. Attention. Autodérision requise. Ouais, je suis trop belle. Hein. Sur ce boulevard, 46 caricaturistes du monde entier sont venus offrir des portraits aux Marseillais et un regard sur leur profession. Kianouch est iranien, aujourd'hui exilé en France. Dans mon pays, il y a une maison qui s'appelle la Maison de la caricature d'Iran qui surveille et contrôle tous les dessinateurs de presse. Ici, je suis libre de dessiner sur le sujet mondial. Une liberté d'expression ardemment défendue depuis les attentats de Charlie Hebdo. Tignous était un habitué du festival. Cette année, sa femme a tenu à être présente. C'est la seule façon qu'on a de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser la place aux barbares, c'est de continuer à occuper le terrain, de continuer à publier, de continuer à être là. Continuer de donner ce regard décalé sur l'actualité et les questions de société. Ça m'apporte, je trouve, une façon de voir les choses. Je pense qu'on a besoin d'humour. À la fois c'est drôle et en même temps c'est aussi un regard qui est porté, c'est une réflexion, donc c'est ça tout le sens, c'est pas vain quoi. Pour aller encore plus loin, les organisateurs du festival ont décidé de créer la première école de caricature de France. Elle ouvrira en octobre ici, à Marseille. Le dessin de presse et la caricature, c'est une valeur essentielle de la liberté d'expression. Mais pour la préserver et la défendre, il nous faut des outils pédagogiques et scolaires. Les amateurs de caricature ont jusqu'à demain soir pour rencontrer ces défenseurs de la liberté.
Lui a déjà vendu 1 million d'albums. Vincent Niclot a derrière lui une carrière éclectique. Il a chanté dans un boys band et pour des comédies musicales, assuré la première partie de Céline Dion ou encore enregistré un disque avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Mais cette fois, c'est à Pascal Obispo qu'il a confié son nouvel album. Romain Gouachon et Anaïs Barthes. L'exercice indispensable pour un chanteur ténor, chauffer sa voix avant l'envolée lyrique. Je sais pas être celui de toute une ville. Séance de travail pour Vincent Niclot au studio personnel de Pascal Obispo. Allez, on y va, allez. Premier couplet, premier refrain. Ensemble, Je sais pas être celui de toute une ville. ils viennent de terminer un nouvel album. Pascal Obispo signe toutes les musiques. Si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Et pour le compositeur, c'est la découverte d'un interprète hors pair. Bon allez, on rigole. Lui, sa technique, il n'a pas développé totalement. Il s'est arrêté à un moment donné pour pouvoir justement garder sa voix de chanteur de variété, sa voix pop, son souffle, etc. Et ce qui permet en fait d'avoir d'un côté l'émotion et d'un côté, quand il faut envoyer, il envoie. On me regarderait comme si j'étais quelqu'un. Après s'être essayé à la comédie musicale et au cinéma, sa collaboration avec les Chœurs de l'Armée Rouge en 2012 a fait sa renommée. Il nuance aujourd'hui la puissance de sa voix de chanteur classique au service de 12 chansons, tout en violon et piano. Cet album, c'est un album très positif, très optimiste, parce que moi j'ai toujours réussi pour l'instant à faire des moments douloureux des forces dans la vie et les convertir en quelque chose de très positif. Et cet album, il raconte ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup sur le rapport entre la famille, l'amitié, l'amour, voilà. Ces gestes attentionnés. Aujourd'hui installé dans le paysage musical français grâce à sa voix exceptionnelle, Vincent Niclot sera en tournée début 2017 partout en France. Je sais pas être autrement que je suis. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Tout de suite, la météo de Louis Baudin, puis place ensuite à The Voice Kids, présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferry. Quant à moi, je vous retrouve évidemment demain dès 13h. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.